Patricia Reynaud-Bourré. Je suis directeur de recherche CNRS au laboratoire Dieudonné à Nice. Donc moi j'ai fait un bac C, à l'époque ça s'appelait comme ça, c'était un bac scientifique. Et ensuite j'ai fait classe prépa à Marseille. Et après les classes prépa, j'ai réussi à intégrer l'école normale supérieure à Paris en mathématiques. Et au cours de cette période-là, j'ai fait un DEA à Orsay en probabilité et statistique. Et au cours de ce DEA, je suis vraiment tombée amoureuse des statistiques. J'ai trouvé ça fascinant de pouvoir lier les mathématiques avec le monde réel, et puis que ce que les mathématiques pouvaient apporter avait vraiment une concrétisation dans le monde actuel. Et en particulier, il y a un cours qui m'avait fascinée, qui était donné par Jean Bretagnol, sur les processus ponctuels, qui sont l'apparition d'événements au cours du temps, et en particulier les décès par exemple. Et cet outil mathématique permet de mieux comprendre quelles sont les variables qui vont jouer sur la durée de vie des patients par exemple, ou sur les phénomènes qui aggravent leur maladie, etc. Et donc suite à ça, j'ai voulu faire une thèse en processus ponctuels. Et l'école normale supérieure m'a fortement indiqué de le faire avec Pascal Massard, qui à l'époque était professeur de statistique à Orsay. Et Pascal a donc accepté que je mélange ce que j'adorais, qui étaient les processus ponctuels, avec sa théorie à lui, qui était une théorie statistique, qui s'appelait la sélection de modèles. Donc c'est une manière d'essayer de trouver, grâce aux données, le modèle qui représente le mieux ce qu'on est en train de voir. Et donc, comme ça, j'ai eu une thèse de statistique adaptative sur les processus ponctuels. Et donc, à la suite de ma thèse, je suis partie faire 1 an de postdoc à Georgia Tech, à Atlanta, aux États-Unis, avec Christian Oudré, sur la concentration de la mesure. Suite à ce postdoc, ensuite, j'ai réussi à avoir un poste au CNRS, donc c'était en 2003. Et ce poste, je l'ai eu à l'école normale supérieure. Donc au départ, j'étais quand même très statistique théorique. Mais rapidement, je me suis intéressée, grâce à Pascal, en fait, aux applications de ces processus ponctuels, en particulier en génomique. Donc j'ai travaillé beaucoup avec Sophie Schbatt à l'époque. Et c'est là où on a commencé à vraiment travailler de plus en plus sur les processus de Hawkes. Et donc j'étais partie en génomique, mais la génomique n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Suite à des événements familiaux, il se trouve qu'on a déménagé à Nice. Donc ça, c'était fin 2008, début 2009. Et en arrivant ici, en fait, dans le laboratoire Dieudonné, où je suis toujours à l'heure actuelle, il y a toujours un chercheur qui s'appelle Franck Gramont, qui est neurophysiologiste, qui avait décidé d'intégrer le laboratoire de maths pour pouvoir interagir avec des mathématiciens sur les problèmes qu'il avait en neurosciences. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que les outils que j'avais développés sur les processus ponctuels pouvaient s'appliquer très facilement en neurosciences et pouvaient donner des choses très, très pertinentes. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux neurosciences, et j'ai vraiment dérivé de plus en plus vers la partie neurosciences, voire la partie cognition, parce que maintenant j'en suis à encadrer même des tests de psychomaths, parce que je trouve ça vraiment un domaine fascinant. Enfin, la manière dont le cerveau se comporte, la manière dont on peut apprendre au cours du temps, c'est quelque chose qui me fascine. Et en fait, toute cette évolution, c'est vraiment lié au fait que je sois arrivée à Nice, cette rencontre avec Franck Gramont, et puis cette rencontre après avec tous les chercheurs que j'ai rencontrés à Nice, qui ne soient pas seulement au laboratoire de maths, mais aussi dans les laboratoires de biologie, dans les laboratoires d'informatique. Je pense en particulier à Alexandre Musy, avec qui je travaille énormément en informatique, et Ingrid Bétus, avec qui je travaille énormément en biologie. C'est vraiment des gens qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres sciences, qui m'ont rendue de plus en plus curieuse des autres sciences, et de voir qu'en fait, en mélangeant nos capacités, on est capable de faire des choses qui sont intéressantes, pas seulement du point de vue mathématique, mais en fait pour tout un tas de personnes pour qui ces résultats vont avoir un sens au-delà de ce que les maths peuvent apporter. Donc, quand je suis arrivée au laboratoire Dieudonné, j'ai fait cette rencontre avec Franck Gramont, qui était neurophysiologiste. Et grâce à lui, on a constitué déjà un petit groupe de gens sur Nice, dont en particulier Christine Tulomalo, avec qui on avait envie d'aller plus loin du côté des neurosciences, donc vraiment mélanger statistiques, probabilité, neurosciences, et puis voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Et Franck avait déjà pas mal de contacts dans d'autres laboratoires et était en train de monter un axe interdisciplinaire au sein de l'université.
qui déjà étaient à cheval avec les laboratoires de biologie, les laboratoires de psychologie, etc. Et quand en 2014 je suis devenue directeur de recherche, en fait j'ai pris la place de Franck à la tête de cet axe interdisciplinaire. Et on a commencé à recenser de plus en plus les besoins qu'on avait au niveau de l'université par rapport à cette recherche interdisciplinaire assez spécifique, qui est la modélisation en neurosciences et cognition. Il y avait des très grandes forces du côté de l'INRIA, il y avait des biologistes qui s'intéressaient à ça, il y avait des psychologues, il y avait aussi des gens au CHU, en particulier des neurochirurgiens et des gens comme ça. Mais du côté modélisation, il y avait aussi énormément de laboratoires d'informatique, le laboratoire d'électronique qui était en train de s'y mettre, le laboratoire de chimie, qui est une spécialité niçoise en fait avec l'olfaction. Et donc au fur et à mesure, on a grossi, on a fédéré cette chose-là, et en parallèle, il y a l'IDEX, le UCA Jedi, qui est arrivé, qui nous a permis en fait de devenir programme structurant. Donc on était un des 9 programmes structurants de l'Université Côte d'Azur. Notre cohésion, parce qu'à force de travailler avec ces gens-là, on arrivait de plus en plus à parler le même langage, et on s'est rendu compte que vraiment la modélisation, c'était la manière de faire pour que ces gens, qui sont d'horizons très différents, arrivent à communiquer. Donc on a mis la modélisation au cœur, on a réussi à ce que des linguistes, des psychologues, des biologistes finissent par accepter de travailler ensemble, et cette cohésion a fait qu'on a été évalué par une instance internationale que l'université avait choisie. Et on a été le premier programme structurant, et le seul d'ailleurs en tant que tel, qui est devenu institut et composante pérenne de l'Université Côte d'Azur. Donc ça c'était en 2020, et maintenant on est environ 250 personnes, on va dire 150 permanents. On est à cheval sur 15 entités différentes, donc dans entités je compte laboratoire mais aussi CHU et INRIA. Et voilà, et donc maintenant je suis la directrice de l'Institut. Le directeur adjoint c'est Alexandre Buzy, et cette composante pérenne en plus a 2 formations attachées qui sont le Master national de sciences cognitives et le MSc de modélisation en neurosciences et cognition. Dans le MSc Mode for Newcock, donc de modélisation en neurosciences et cognition, on est à peu près à une trentaine d'étudiants qui ont été formés maintenant, ça fait 4 ans qu'il est en cours. On est très heureux parce que à peu près la moitié de la promotion, voire un petit peu plus, finit par avoir une thèse dès le premier essai. Et on sent qu'on est en train de former des chercheurs qui sont vraiment interdisciplinaires et qui permettent à des laboratoires différents à l'Université Côte d'Azur d'interagir sur les domaines de la neuroscience et de la cognition. Donc on arrive, que ce soit par les stages de master ou par les personnes en thèse qu'on récupère, à vraiment former ces gens-là. Et de l'autre côté, on arrive aussi à les exporter, que ce soit au niveau national ou à l'étranger, et les gens commencent à de plus en plus comprendre l'avantage de cette formation, qui est de former des gens qui sont capables non seulement de faire de l'expérimentation animale, mais aussi, par exemple, de traiter les données, de mettre en place des modèles, de faire des simulations numériques. Ces compétences mélangées sont vraiment quelque chose qui est de plus en plus valorisé sur le marché du travail en recherche. La partie pour laquelle j'ai eu le plus de succès, c'est en fait la détection de dépendance entre neurones qui sont enregistrés. Donc si vous voulez, quand on enregistre typiquement un animal au cours d'une tâche dans certaines zones du cerveau, il y a quelques neurones qu'on arrive à repérer, à enregistrer proprement, et on a accès au temps de décharge de ces neurones. Donc c'est ça qui crée le processus ponctuel. Et en fait, on pense que l'information qui voyage dans le cerveau est codée dans ce qu'on appelle ces trains de spike, c'est-à-dire ces instants d'émission de spike. Et le problème statistique, c'est d'arriver à comprendre comment ces temps d'émission peuvent encoder de l'information. Et donc, moi, ma spécialité, en fait, c'est d'aller chercher en fait, la dépendance qu'il y a entre les différents trains de spike, soit en faisant des tests de dépendance, et donc on a beaucoup travaillé là-dessus, en particulier avec Magali Fromont, qui est spécialiste en tests, et une étudiante en thèse qu'on avait, Mélisande Albert, qui même a eu un prix de thèse pour ce travail-là, qui était vraiment la détection de synchronisation au sein des neurones, et voir comment ces synchronisations ensuite pouvaient marquer des temps particuliers de l'expérience, et donc des encodages différents d'anticipation ou de mouvement chez l'animal. Après, il y a eu une autre partie qui va un peu plus loin dans cette idée du fait que les neurones sont dépendants, c'est d'arriver à créer un graphe de dépendance entre les neurones, donc entre tous les neurones que l'on a enregistrés, graphe qui peut évoluer au cours du temps. Et ce graphe d'indépendance, qui est basé sur un modèle de processus sensoriel qui s'appelle les processus de Hawkes,
c'est ce qui va nous permettre d'essayer de décoder l'action que l'animal est en train de faire. Donc on peut, au vu du train de Spike que l'on a enregistré, essayer de deviner quel chemin, par exemple, l'animal est en train de prendre dans un labyrinthe, quelle information il est en train de recevoir au niveau de ses moustaches, etc., etc. Donc c'est cet encodage et ce décodage qui est fondamental. Et maintenant, au point où on en est, on veut voir l'évolution de ce réseau de neurones au fur et à mesure de l'apprentissage de l'animal, le fait que le réseau devient potentiellement de plus en plus codant, ou éventuellement qu'il devient de moins en moins codant, parce que cette zone est de moins en moins impliquée dans l'apprentissage. À terme, on aimerait qu'on soit capable de simuler complètement un réseau de neurones en train d'apprendre et en train de prendre des décisions pour justement pouvoir arriver sur un algorithme d'intelligence artificielle qui aurait un vrai réseau de neurones artificiels embarqué en train d'apprendre en fonction de son expérience et de donner des réponses au fur et à mesure au cours du temps. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire ici avec les gens avec qui je travaille. Pour moi, avoir la médaille du CNRS, c'était vraiment un très grand honneur, quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que comme je viens d'un monde où je fais des maths, mais pas que, je fais beaucoup de choses qui ne sont pas des maths, je ne m'attendais pas du tout à avoir une reconnaissance de la part de l'Institut de mathématiques en tant que tel, et du coup c'est pour moi une vraie joie et un vrai honneur de voir que les mathématiques en France apprécient aussi le type de mathématiques que je fais, qui sont des mathématiques en direction des autres sciences, et vraiment en interaction au niveau des problèmes, au niveau des solutions avec ce que les informaticiens, les biologistes, les psychologues sont capables de nous apporter. Donc pour moi, voilà, c'était une très grande fierté, et puis une fierté non seulement pour moi en tant que personne, mais aussi pour toutes les personnes avec qui j'ai collaboré, qu'elles soient mathématiciennes, mais aussi justement biologistes, informaticiennes ou psychologues. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi de savoir que c'est quand même une réussite de groupe, même si à la fin, il n'y a que moi qui suis marquée comme nom sur la médaille.